Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais Voyez, couper ma caméra parce que il j'ai y a un pas petit peu l'habitude. d'écho. Ouais, tout d'un coup, il y a... Peut-être que tout le monde devrait se mettre en mute, mais je peux le faire moi. À part Yann, je vais te remettre la parole, ou toi tu peux le faire, j'imagine aussi, mais je peux... Oui. Ok, ça y est. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, c'est super. Bon, parfait. On attend encore que tout le monde soit là. Bon, vous savez que nous sommes évidemment dans une semaine particulière. Dans une semaine, c'est la semaine de l'optimisme, avec la journée phare qui est samedi 13. Qui est donc à la fois la journée de l'optimisme, la journée nationale, et aussi la journée mondiale du bien-être. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons calé notre journée de l'optimisme sur cette journée mondiale du bien-être, puisque nous avons, avec la Ligue des optimistes de France, volonté d'être une journée mondiale de l'optimisme, cette velléité de développer l'optimisme au-delà des frontières. Et d'ailleurs, nous serons avec Isabelle au-delà des frontières, puisque nous serons un peu en Suisse grâce à Isabelle. Euh, alors, vous pouvez, pour certains, évidemment, mettre votre caméra si vous souhaitez, si vous êtes visible, évidemment. Si vous êtes en pyjama, je comprendrai, à moins que ça soit un pyjama rose, et auquel cas, vous êtes les bienvenus. Bon, je vous espère en grande forme. Euh, On est en tout cas prêt avec Isabelle à vous accueillir pour ce webinaire. Je vois Valérie qui est bien grande aujourd'hui, magnifique, Valérie qui est perchée dans les arbres. Valérie qui est notre déléguée de Savoie, avec laquelle nous aurons le bonheur de passer un petit peu de temps ce week-end d'ailleurs en Savoie, hein, à ce fabuleux, tiens, je fais un petit peu de pub, au Forum de l'intelligence du vivant. J'en profite pour saluer Valérie et je lui demande si elle veut bien m'appeler au téléphone parce que j'avais envie de la joindre. Si elle peut m'appeler. Bien sûr, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Valérie, tu as mon numéro, tu as mon portable? Ah, je devrais trouver la solution, oui. Bon, Bon, ben donc, écoute, alors merci, au plaisir de t'entendre, hein. À très Merci. bon, vite. Bon alors, week-end. c'était donc une communication entre les deux délégués de Savoie, Savoie et Haute-Savoie, qui ont visiblement des choses à se dire en tant que Savoyards, mais je comprends, hein. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus. On se croisera forcément avec Valérie ce week-end, donc à ce forum de l'intelligence du vivant organisé par Sandrine Ankawa, qui est un bel événement optimiste où la Ligue sera présente avec un beau programme de conférences samedi et puis des ateliers en forêt avec des experts qui viennent du monde entier, des universitaires de la forêt, des gens du Canada, enfin, chose fabuleuse. Voilà, si vous êtes du côté d'Aix-les-Bains ce week-end, il reste encore des places, soyez le bienvenu. Je ne sais pas si on a des gens de Savoie, là, à part Valérie, qui sont présents. Non, personne. Bon, ceci dit, on n'entend personne, tout le monde a coupé tous les micros, donc comme ça. Bon, eh ben, c'est pas la peine de répondre, on vous entend pas. Bon, vous pouvez vous enlever le micro en cliquant dessus. De toute façon, je l'avais juste mis pour des raisons logistiques et sonores pour éviter l'écho. Bon, parfait. Alors on va démarrer et puis après vous pourrez bien sûr participer. Alors on va démarrer. Il est midi 5. Voilà, on avait prévu une demi-heure d'intervention d'Isabelle et puis après une petite quinzaine de minutes de questions. On va d'abord, j'ai évidemment avec Isabelle vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. On fera plus régulièrement des webinaires, on n'en fait pas souvent, on en avait fait pas mal lors du Covid, évidemment, et pour cause. Donc on faisait très régulièrement ce genre de choses, mais on en fera et comme aujourd'hui, on mettra
à l'honneur des personnalités inspirantes, des personnalités optimistes. Et c'est le cas évidemment d'Isabelle, que je remercie de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Euh, donc, c'est une semaine, vous le savez, une semaine particulière pour l'optimisme, et c'est aussi en préambule demain à notre journée nationale de l'optimisme, où il y aura partout en France, en tout cas certains territoires, sur certains territoires, des événements, des actions. Donc, si vous êtes proche, allez sur le site de la Ligue et vous verrez un petit peu les différents événements. Juste pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue, très vite, alors il y a un site internet. On est une association créée donc en 2010 qui a vocation de diffuser évidemment l'optimisme sous toutes ses formes auprès de tout type de public en menant des actions à la fois nationales et locales avec énormément d'événements programmés. On est présent sur des salons type bien-être, Bifit à Aix-les-Bains, tiens pour le clin d'œil de Valérie. On organise avec une quarantaine de délégués localement des événements, des soirées lecture optimistes, des dîners des optimistes, des ateliers, il y a des conférences, il y a des interventions qui sont organisées dans les écoles, il y a des semaines de l'optimisme couplées avec des communes, bon, et plein de choses qui vont arriver avec l'effervescence de certains nouveaux délégués qui nous ont rejoints, que je remercie. Voilà, et donc on est là évidemment au travers de cette association et de cet événement d'aujourd'hui pour évidemment partager notre optimisme, notre vision de l'optimisme euh, et de la manière dont on peut évidemment vivre. Hein. C'est une expérience de vie optimiste que l'on partage et que l'on va partager aujourd'hui avec Isabelle, qui est à la fois, et vous l'avez vu dans les présentations mail que vous avez reçues, à la fois une coach reconnue et expérimentée, une conférencière également, et auteure de livres inspirants. Merci à Isabelle, je te donne la parole. Et puis on vous retrouve après pour les questions dans hein, Isabelle, une petite demi-heure. Oui, je vais essayer de faire plus court pour laisser de la place aux questions parce que j'aime ces échanges pour leur côté interactif. Donc, le but, c'est pas un cours ex cathedra, loin de là. Je tiens vraiment à vous remercier, de m'avoir invité. Merci à Yann d'avoir pris contact, surtout dans le contexte de la semaine de l'optimisme. Et l'intention que je pose maintenant, c'est que cette semaine ne se termine jamais. C'est-à-dire pourquoi vouloir confiner l'optimisme dans une semaine et si la vie était optimiste? Et je crois que le meilleur moyen de vous partager la révélation que j'ai eue, c'est de vous faire vivre ce que j'ai vécu. Donc je vais raconter mon expérience. On a souvent tendance à penser que l'optimisme, c'est une école de pensée, c'est une posture à adopter, c'est une hygiène de vie à conserver. Et si tout était tellement plus simple, tellement plus simple. Et ce qui m'est arrivé, et ce qui a fait que les gens m'ont baptisée révélatrice de bien-être, et ce que j'aime beaucoup, ce que tu as fait remarquer, Yann, c'est que la journée internationale du bien-être coïncide avec la journée nationale de l'optimisme, comme si c'était un hasard. Et ça me fait sourire parce que c'est presque jouissif, c'est le signe de ce que je vais vous partager. C'était un vendredi 13 février 2015. J'étais dans le train et totalement par hasard, si tant est qu'il y a un hasard, je suis tombée sur une vidéo. Et j'ai entendu une phrase qui a tout déconstruit. Toutes les croyances, tous les concepts qu'on a tous et qui m'a permis de voir assez clairement la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire simple et bienveillante, optimiste, on pourrait dire. Et la phrase que j'ai entendue, c'est la souffrance
est au psychique ce que la douleur est au physique. Alors sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis en essayant de détricoter cette phrase, j'ai entendu que quand on a une douleur au poignet, par exemple, c'est peut-être qu'on a écrit pendant trop longtemps, qu'on s'est crispé sur notre crayon. Et cette douleur nous invite à relâcher le poignet pour retrouver toute notre sensibilité. Et je regarde juste que pour une question technique, on ne voit que Yann. Je ne vois pas de problème à ça, mais euh, je vais, pour que vous me voyez après dans l'enregistrement, je disais quand on a mal au poignet, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a eu une mauvaise posture. On a peut-être trop crispé notre poignet à force d'écrire. Si on a fait une longue marche, peut-être qu'on a des courbatures au niveau des jambes. Et toutes les douleurs physiques nous indiquent qu'on a surutilisé ou mal utilisé notre corps. Toutes les douleurs nous invitent à arrêter une maladresse. Si en coupant des légumes, je m'entaille le doigt, ça ne veut rien dire d'autre que arrête. Ne te coupe pas les doigts en rondelles comme les courgettes. Rien d'autre. C'est simple et on le sait. Si par inadvertance on met la main sur une source de chaleur, on va pas faire une psychanalyse, on va pas faire une étude comportementale. Par réflexe, on va retirer notre main pour éviter justement de faire davantage de dégâts à notre corps. Et la douleur, quelque part, est un bouclier protecteur pour nous éviter de nous faire plus de mal que nécessaire. Et tout d'un coup, en basculant au niveau mental, j'ai réalisé qu'on se comportait totalement différemment. C'est-à-dire que quand on a un doute, on se dit qu'on a sans doute des raisons d'avoir des doutes. Et on continue à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles on pourrait être dans le doute. Quand on a une sensation de peur, on se dit qu'il doit bien y avoir une raison, il doit bien y avoir un danger, et on commence à ausculter avec minutie tout ce qui pourrait bien nous arriver. Et j'ai vu à quel point, de façon totalement innocente, parce qu'on n'a pas réalisé le message de notre inconfort émotionnel, on se matraque en permanence. Et après, on est comme pris en otage par ces pensées, et comme la réalité est quelque chose de visible autour de nous, si on se sent dans un état de stress intérieur, on va chercher à l'extérieur qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce stress. Ça doit être les informations, ça doit être les gouvernements, ça doit être les politiques, peut-être le dérèglement climatique. Et donc, on rentre dans une frénésie d'action. Il faut que je règle le problème climatique parce que tant que ce ne sera pas réglé, je ne pourrai pas me sentir bien. Il faut que ces politiciens changent parce que tant que la politique est escalée, je ne pourrai pas me sentir bien. Il faut que l'économie et que la bourse s'apaisent parce que sinon je vais être stressée. Comme si le stress était une particule inhérente à certains écosystèmes. Et ce que j'ai vu dans ce flash, dans cette claque de réalisation, c'est que je ne ressens qu'un ressenti dans mon corps, qu'une pensée qui a amené ce ressenti et que rien à l'extérieur ne peut avoir un impact là-dessus. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais par exemple moi quand je vais en forêt, bah, je me sens bien. C'est pour ça que je vais marcher en forêt, c'est pour ça que je vais dans la nature, parce que quand je vais en forêt, je me sens bien. Et j'ai dit oui, ça je peux très très bien comprendre. Est-ce que tu te sens bien toujours? Il me fait oui, oui, presque toujours. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une fois où tu t'es pas senti bien? Et il me dit bon, bah, comme par hasard, c'était la semaine dernière. Je suis sortie en forêt, j'ai vu aucun arbre, j'étais perdue dans mes soucis, toutes les choses qui me restaient à faire, et je suis rentrée
pas du tout détendu comme je l'avais espéré. Et peut-être le fait que j'ai étudié les mathématiques à la base et que j'ai travaillé comme actuaire pendant 30 ans, euh, ça me fait aimer autant la douceur que la rigueur. Et si on ne peut aller se promener en forêt et qu'une seule fois on n'est pas la sérénité escomptée, cela veut dire que la sérénité ne vient pas de la forêt, que ce n'est pas une propriété de la forêt. La vie a des propriétés. L'eau a la propriété de mouiller. Je n'ai jamais encore mis quelque chose dans l'eau et ressorti plus sec que je ne l'ai immergé. L'eau mouille, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on l'ait compris ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, l'eau mouille toujours, tout le temps, tout le monde, sans exception. La forêt ne rend pas serein. Toujours, tout le temps, tout le monde, sans exception. Alors de fil en aiguille, je suis arrivée à me demander qu'est-ce qui nous fait douter, qu'est-ce qui nous met dans un état d'inconfort, qu'est-ce qui nous fait nous sentir pas bien. Et en pensant aux enfants que vous avez peut-être, ou aux petits-enfants, aux enfants que vous avez été, parce qu'on a tous été enfants, on ne peut que constater que tous les enfants naissent optimistes. On n'enseigne pas les enfants, on n'enseigne pas l'optimisme aux enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre l'enfance optimiste de nature et l'âge adulte où on est de plus en plus pessimiste, entre guillemets? Et ce qui se passe, c'est une mauvaise compréhension de nos émotions. D'imaginer que si je suis en colère, c'est parce que quelqu'un m'a mis en colère. Si je suis triste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attriste. Et quand on voit le lien de cause à effet direct entre les pensées et ce qu'on ressent, au lieu d'avoir deux verbes, le verbe penser, le verbe ressentir, on devrait avoir le verbe ressent-penser, parce que ce sont les deux côtés d'une même médaille. Et si j'ai une pensée de tristesse qui me traverse l'esprit, je vais avoir ce sentiment de tristesse. Si j'ai une pensée de colère qui me traverse, je vais avoir un sentiment de colère. Si j'ai un sentiment d'irritation, je vais me sentir irritée et après, par conditionnement sociétal, on regarde autour de nous et on dit, bah, ça doit être mon voisin qui m'énerve parce que... Et on cherche une raison. Et on est totalement privé de notre pouvoir. On est désaligné parce qu'après, il faut que le voisin change pour que moi, je ne me sente pas irritée. Et moi, ce que j'ai envie de vous inviter à voir, c'est surtout de ne pas me croire sur parole, de ne pas prendre mes mots au comptant, mais de mettre ce que je vous suggère à l'épreuve des faits, comme je le fais depuis 11 ans, pour voir que là, il y a zéro exception. Une même situation, vous avez sans doute déjà vécu des contextes où il y a 10 personnes, et puis il y a une personne qui est enthousiaste, il y a une personne qui est énervée, il y a une personne qui est un peu triste, il y a une personne qui est fâchée. Chacun ressent le même contexte de façon différente. Mais quand je travaille avec des clients et qui me disent tout ce qu'ils vivent et qui me disent tout ce qu'ils pensent, ben je leur dis, si je pensais ce que vous pensez, je ressentirais ce que vous ressentez. Parce que là, il ne peut pas en être autrement. Il y a quelqu'un qui me dit, mais moi, quand je suis devant mon chef, j'ai une attaque de panique, je me sens comme une souris devant un serpent prête à être ingérée. Ben, si je me sentais comme une souris face à un serpent prêt à être ingéré, j'aurais la même attaque de panique. Mais c'est pas le boss de cette personne qui est responsable de cette peur panique. C'est cette image, ce script qui s'est immiscé entre les deux.
Et de voir ça, de le comprendre intellectuellement, c'est un premier pas très important. Mais de le ressentir cellulairement, c'est libérateur. C'est totalement libérateur. La posture optimiste redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire une première nature, et le pessimisme prend la place qu'il a, c'est-à-dire une imposture culturelle. On est fait pour être optimisme. On est optimisme de nature jusqu'à ce qu'on se soit identifié avec nos pensées et que la première pensée de doute nous invite à creuser, creuser, creuser jusqu'à ce qu'on s'enlise et qu'on s'enterre vivant. Et on a ce sismographe intégré, c'est-à-dire de la même façon que la douleur physique m'invite à ne pas continuer à me tailler les doigts en rondelles, c'est une protection. Cette souffrance psychologique m'invite à ne pas continuer à ruminer des pensées qui me font du mal. On a ce système intégré, on a juste appris à ne pas lui faire confiance. On a juste été conditionné à fonctionner autrement, comme on pourrait le faire avec le physique. On peut jouer à mettre sa main dans une flamme et à voir combien de temps on résiste. On a ce libre arbitre dans le monde physique comme dans le monde mental. La question est juste de savoir est-ce qu'on a envie de se faire souffrir mentalement? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que j'aime partager? C'est le fait que le bien-être n'est pas seulement euh, un plaisir ou une recherche égoïste, c'est la source des ressources, c'est-à-dire c'est la posture qui nous permet d'être au maximum de notre performance. Donc si quelque chose nous contrarie dans l'actualité, c'est pas en rentrant dans la colère, dans l'énervement, dans le désarroi qu'on va pouvoir contribuer pour changer les choses. C'est en commençant par nous, en nous sentant lumineux, bien forts, qu'on peut changer les choses. Comme l'a dit Gandhi, be the change you want to see in the world. Sois le changement que tu veux voir à l'extérieur. Tout commence par nous. Absolument tout. Et le reste, par effet ricochet ou par effet domino, se déroule. Et je suis vraiment très très heureuse de partager ça avec vous parce que c'est une révélation qui a changé ma vie du tout au tout, pratiquement du jour au lendemain, et dont je vois les effets sur mes clients et tous les gens avec qui je partage. Donc, d'avoir la possibilité aujourd'hui de partager ça avec vous, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Et je ne vais pas prendre davantage la parole pour justement vous laisser la possibilité de laisser émerger les questions qui ont envie d'être posées de façon à apporter davantage de lumière, si je peux le faire. Donc, comme je l'ai dit, je vous ai mis en mute automatiquement pour éviter les problèmes d'écho. Mais en appuyant sur votre petit micro en bas à gauche, vous avez la possibilité de prendre la parole en levant votre petite main virtuelle si vous souhaitez le faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je veux bien lancer la première question. C'est souvent la plus difficile, la première. Ah, quelqu'un a levé la main. Alors, j'ai vu qui? Jean-Marc. Jean-Marc. Oui, merci Isabelle. Yann est au courant. Je voudrais, un, témoigner et deux, poser une question. Mon chemin de vie m'a fait rentrer le 29 mai aux urgences et passer 5 jours, là, début juin, en service cardiologie de l'hôpital d'Annecy. Bon, moi, j'ai un parcours
complémentaires aux vôtres, les coachs, puisque moi je suis ingénieur dans la démarche organisation et qualité. Donc j'ai déjà démontré que l'optimisme, c'est aussi une culture à avoir quelque part. Et donc je confirme totalement et je témoigne totalement ce que tu viens de dire, puisque je suis sorti vendredi de l'hôpital et aujourd'hui, Yann le sait, on est en plein développement de notre événement du 29 juin sur l'optimisme et les philosophes. Mais j'ai une question, parce que c'est pas la peine de parler de moi de plus que ça. J'ai une question. Est-ce que tu pourrais développer ce que j'ai noté? J'ai noté une page complète, mais j'ai noté entre autres, le pessimisme est une imposture intellectuelle. Est-ce que tu peux développer? Oui. Euh, Si on définit le pessimisme, le fait de voir, on va dire que chaque chose dans la vie est comme une montagne, avec un côté nord, un côté sud, un côté ombragé, un côté ensoleillé. Les choses sont, il y a un côté avec de lumière et l'autre côté avec de l'ombre. Donc il ne s'agit pas de nier un côté par rapport à l'autre et de dire que tout est rose ou que tout est gris. Mais le fait est que euh, j'imagine, quand tu achètes des choses pour chez toi, tu as la possibilité d'acheter un joli tableau ou une croûte. Est-ce que tu vas te mettre la croûte devant ton salon pour être sûr de te désespérer tous les soirs quand tu es assis sur ton canapé? Peut-être pas. Naturellement, on a envie de s'entourer des choses qui nous nourrissent. C'est-à-dire on est fait pour être optimiste. Moi, j'ai encore rencontré personne qui m'a dit, je veux travailler avec vous parce que je vais trop bien et maintenant, je voudrais que ça aille mal. J'ai jamais vu ça. On est fait pour aller bien et c'est pour ça qu'on est toutes dans cette quête permanente. Alors, l'erreur du pessimisme qui vient d'une innocente erreur qui est devenue un conditionnement culturel, c'est de dire que si je me sens pas bien, si j'ai peur, c'est parce qu'il y a des dangers à l'extérieur. Donc il faut euh, résoudre tous les problèmes extérieurs pour qu'enfin on puisse se sentir bien. Et c'est là que c'est une erreur. Un sentiment de peur n'est jamais l'indicateur d'un danger extérieur. C'est toute la beauté de cette réalisation et de cette compréhension, c'est qu'il s'agit d'un principe psychique au même titre que les principes physiques. C'est-à-dire l'eau mouille, on n'a pas besoin d'être d'accord et on a même le droit de ne pas être d'accord, mais l'eau mouillera quand même. On peut dire la gravité, moi j'y crois pas, on a ce droit. Mais si je lâche mon verre, la gravité ne va pas faire le tri en disant c'est un joli verre, celui-là, j'évite qu'il tombe, je voudrais pas qu'il se casse. Ça marche toujours. Et donc ce que j'essaie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que on sent ce qu'on pense et c'est de la même texture que la gravité, que l'eau, que la poussée d'Archimède, que les principes physiques qu'on connaît. Donc être négatif pour dire que ça indique que quelque chose ne va pas à l'extérieur et donc qu'il faut y remédier dans l'espoir qu'on se sentira mieux, c'est une erreur de raisonnement. On le saurait depuis le temps qu'on essaie de réparer le monde. On n'a jamais eu un niveau de confort si grand. La masse monétaire dans le monde n'a jamais été si grande. Si on regarde le nombre de burn-out et de dépression, ça n'a jamais été si élevé. S'il y avait un lien entre le monde tel qu'on voudrait qu'il soit à l'extérieur et le bien-être à l'intérieur, on serait tous Bouddha, ou plus que jamais. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce que notre ressenti ne dépend pas des circonstances. Et j'ose être catégorique parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie à moi, il s'agit d'un principe psychologique. 0% de ce que l'on ressent n'est causé par l'extérieur.
Il peut y avoir des corrélations, des ponts qu'on a faits, mais il n'y a pas de cause à effet. Et la preuve est que si la forêt avait le pouvoir de nous faire sentir zen, on ne pourrait pas aller dans une forêt sans en ressortir totalement régénéré. Or, on a tous fait l'expérience de fois où on était dans en conversation avec notre radio intérieure et qu'on est revenu en disant, eh zut, je suis sortie 1 heure me promener, j'ai même pas vu les arbres. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Marc. Oui, ça répond à ma question, mais comme je suis curieux d'entendre les amis poser d'autres questions. En tout cas, merci Isabelle. Merci Jean-Marc, à toi. Toutes vos questions sont les bienvenues, donc un grand merci. Isabelle, juste une question. Alors, j'ai compris donc que nous étions prisonniers de nos pensées, otages, à un moment tu as dit otages de nos pensées. Pourrions-nous être otages de nos pensées positives? Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. On n'est pas prisonnier par défaut de nos pensées, c'est-à-dire que nos pensées arrivent au compte-gouttes, il va arriver une pensée. Et une pensée n'a aucun pouvoir, zéro pouvoir. Les pensées sont un peu comme des nuages qui passent. Et en 90 secondes, quelle que soit la pensée, elle passe. Mais il y a des pensées qu'on rattrape au passage, un peu comme si on prenait une photo de la constellation des nuages et qu'après on dise, regarde, regarde à quoi ressemble le ciel. Si on regardait le ciel, il ressemblerait plus du tout à la photo qu'on a prise. Mais on a accroché cette pensée et quand on s'empare d'une pensée, quand on rentre dans un dialogue interne, il se crée une sorte de spirale, un tourbillon. Ça en attire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, il y a aussi une force d'inertie qui se crée. Et là, au bout d'un moment, on est effectivement pris en otage. Là, on ne peut plus en ressortir. Donc, j'aime ta question, Yann, parce que le but, c'est d'être sensible aux vibrations de notre sismographe de la même façon qu'on est sensible à notre physique. On s'entaille le doigt et en général, on continue pas à se tailler le doigt en rondelle. Si on arrivait à ressentir la première émotion un peu désagréable, quelque chose qui nous étrique, qui nous coince un peu, qui nous écrase, si on arrivait à sentir ça et tout de suite se rendre compte que il y a une pensée désagréable de doute, de colère, de tristesse qui nous a traversé l'esprit. Surtout pas aller analyser, parce que ça, c'est enclencher la tornade et se dire, oups, laissons passer le nuage, je vais me faire une tasse de thé, je vais prendre un bain, je vais me faire quelques pas autour du pâté de maison, n'importe quoi, juste pour ne pas se laisser rattraper par le fil et ligoter par ce type de pensée. Et c'est fini, on n'est pas pris en otage du tout. Le problème est juste que souvent, on a développé une résistance au stress dont on est fier. Et donc, on commence à se rendre compte du malaise quand on est à la veille d'un burn-out. Et là, c'est difficile. Il y a une force d'inertie qui fait qu'il est plus difficile d'arrêter un camion qui descend une pente à 100 à l'heure que d'arrêter un vélo qui commence sa descente sur une pente légère. C'est un fait aussi. Et la deuxième partie de ta question est, est-ce qu'on peut créer cette spirale avec des pensées positives? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessaire. Parce que quand ces nuages de pensées négatives passent, dans quoi passe-t-il? Dans un espace. Et cet espace, c'est l'optimisme. C'est pour ça que je disais, c'est notre nature. C'est pas une imposture culturelle comme le pessimisme, c'est notre nature. Quand on a l'esprit plus ou moins vide, tout d'un coup, c'est pour ça que certaines personnes méditent, tout d'un coup, on sent que on respire. Et donc, on a
pas besoin de faire quelque chose pour se sentir bien, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être optimiste, on a besoin d'arrêter de se couper émotionnellement ou de se matraquer. Euh, et l'optimisme revient au galop parce que c'était notre nature et on est tous nés optimistes. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Merci Isabelle. D'autres questions? Valérie Oui, Oui, peut-être. Ah, pardon. Olivier, et vous vouliez Olivier? parler? oui, bonjour à tous et à toutes. Isabelle, merci, c'est très intéressant. Je trouve que la douleur physique, l'avantage, c'est que c'est un réflexe. Donc, a priori, on est tous faits de la même façon. Et effectivement, si on laisse notre main sur du feu, au bout voilà, d'un certain nombre de secondes, on va tous quand même enlever la main. À un moment donné, la difficulté après pour le plan psychique, c'est que on n'a pas, c'est pas un réflexe automatique de même nature, et même où je dirais plutôt que le réflexe, il est malheureusement inversé souvent. Et donc, ma question, c'est comment arriver à enclencher ça. Donc, c'est-à-dire de passer de la théorie qui, a priori, sur laquelle on est tous d'accord, mais c'est comment arriver à le mettre en pratique soi-même et le transmettre aux autres. Voilà ma question. Alors, j'ose renvoyer la question sur le fait que tu dis, oui, pour le physique, c'est un réflexe, on se coupe, on évite de continuer notre maladresse, mais au niveau mental, c'est différent. Et si c'était pas différent? Ce n'est pas différent. On a été conditionné à faire différemment. Mais ce réflexe est inné. Il est le même. On voit très très bien les enfants quand tout d'un coup ils ont une contrariété, qui pleurent. C'est toujours fascinant de voir qu'ils pleurent à chaudes larmes quelque chose qui laisse penser que c'est la fin du monde. Et puis ça dure 3 secondes et ils font Ah et ils rient. On se dit mais il y a ce retour inné, ce réflexe inné chez tout le monde. Donc il n'y a rien à pratiquer, il n'y a rien à entraîner, il n'y a rien à restaurer. Il y a juste à se rendre compte à quel... Il y a juste à reconnaître nos pensées pour ce qu'elles sont. Dans beaucoup de cas, ce que je vois, c'est que les gens me disent, les choses sont comme ça. Et je dis, est-ce que c'est une caractéristique de la vie? Et puis en creusant un peu, il s'avère toujours que c'est pas une caractéristique comme la caractéristique de l'eau et de mouiller. C'est une croyance qui peut être personnelle, qui peut être familiale, qui peut être culturelle au niveau d'un pays entier. Ça reste une croyance. Et de voir que si j'avais une autre croyance, regardez par exemple le thème de la mort. Dans certains pays, c'est un drame, quelque chose de triste. On perd la connexion avec quelqu'un qui n'aura plus de présence physique à nos côtés. Dans d'autres pays, une chose qui paraît aussi incroyable que la mort, c'est une raison de célébration. C'est une libération pour la personne. Le fait que la croyance autour de la mort soit différente fait qu'on vit une chose aussi fondamentale qu'une naissance ou une mort de manière diamétralement opposée. Donc de voir que on ne ressent que ce que l'on pense et rien d'autre et que vous pouvez mettre 100%. Ça permet d'aller dans cette observation et comme je vous invite à le faire, ne me croyez surtout pas, regardez par vous-même. Parce que si ce que je vous dis est vrai, vous allez le voir. Et si jamais c'était pas vrai, c'est dommage de croire à des histoires. Regardez ça, observez, et vous allez voir à quel point c'est vrai. Et quand on voit ça, quand ça se révèle de manière cellulaire, le réflexe revient. De la même façon qu'au niveau physique. Aucune différence. Absolument aucune différence. Et Isabelle, alors Olivier disait, mais ce n'est pas toujours facile, effectivement.
quand on est conditionné finalement par voilà, la vie, nos croyances, notre éducation, etc., je veux dire, de se déconditionner. Et il faut avoir cette vigilance ou cette volonté, et c'est pas toujours facile, hein, euh, d'être donc attentif finalement et de remettre en cause ses pensées, ses croyances et notre manière de vivre finalement. Pour toi, ça a l'air facile, hein, Isabelle? Très. Ben, disons que je suis devenue très très sensible à la première vibration désagréable. Donc, j'arrête tout de suite. Donc, je rentre assez rarement et assez longtemps dans quelque chose qui sert à personne, ni à moi ni aux autres. Je voudrais juste revenir sur un très bon point, Yann. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que on pourrait penser, oui, ça fait tant d'années que j'ai été conditionnée à être sceptique, négatif, vigilant. Ben maintenant, s'il m'en faut autant pour passer à l'optimisme, on n'est pas arrivé. Euh, c'est aussi une croyance et une croyance erronée. Quand une pièce est dans l'obscurité, qu'elle ait été dans l'obscurité pendant 15 décennies, une semaine ou 30 secondes, on appuie sur l'interrupteur et la lumière apparaît. Ça n'a, il n'y a aucun lien entre le nombre d'années dont on a eu besoin pour nous conditionner et là on voit à quel point c'était pas naturel et combien d'années il a fallu pour en arriver à ce conditionnement. Il suffit de poser l'intention de vouloir voir la vie pour ce qu'elle est vraiment, vraiment, au-delà des conditionnements, et je dirais d'avoir un peu de présence, c'est-à-dire de te regarder, de, comme tu l'as dit, d'oser mettre en question des choses qu'on n'a jamais osé mettre en question parce qu'on pensait que c'était la caractéristique de la vie, que c'était une propriété de la réalité et pas une croyance. Donc, c'est quelque chose de... Moi, j'ai envie de vous inviter à jouer, à être ludique. Et si la vie était un terrain de jeu, on n'est pas né avec un mode d'emploi, on n'a pas la possibilité de s'entraîner avant la première, on apprend en jouant. Donc, jouer, regarder, questionner, euh, et je vous promets, parce que ça dépend pas de moi, que vous allez voir ce vers quoi je vous invite à regarder. Et on pourrait même prendre un rendez-vous après les vacances d'été ou je ne sais quand. Euh, vous pourriez juste poser l'intention d'être le plus sensible possible à tous les inconforts. L'inconfort est une indication qu'on se blesse inutilement. Il n'y a aucune raison, on ne se blesse jamais utilement. L'inconfort n'a aucune justification. Le pessimisme n'a aucune justification. Il ne profite à personne, à part peut-être à notre ego. Il y a quelqu'un qui m'a dit être optimiste, c'est soit un signe d'égoïsme, soit un signe d'ignorance. C'est une belle croyance et une sacrée croyance polluante qui pollue la vie à cette personne et à bien d'autres. D'avoir l'impression que pour ne pas être ignorant, il faut souffrir tout ce qu'on croit qui devrait être différent ailleurs. Ça a quoi comme sens? Donc de voir qu'il y a tellement de croyances qui nous font faire des choses qui n'ont pas de sens quand on voit qu'il s'agit effectivement d'une croyance. Qui a dit qu'être optimiste, c'était un signe d'égoïsme et d'ignorance? C'est écrit quelque part. C'est une croyance qu'on peut décider de croire, et là c'est notre libre arbitre, ou dont on peut décider de se défaire si ça profite à personne. Je vois que le temps passe, mais moi j'ai bloqué un quart d'heure de plus, donc si jamais vous aviez aussi du temps et l'envie de poser quelques questions, c'est avec grand plaisir que je suis à votre disposition.
Valérie, tu avais une question? Oui, ma question c'était justement, si je comprends bien pour moi, il y a aussi une différence entre les pensées et les croyances. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui peut passer, mais ce qui reste souvent, c'est les croyances. Et du coup, que faire avec les personnes? Voilà, moi, je me sens de nature optimiste, mais que dire en effet aux gens qui sont persuadés, qui ont cette croyance profonde qu'ils sont de nature pessimistes? J'aurais envie de leur demander s'ils se souviennent d'être nés pessimistes et s'ils ont des enfants, des petits-enfants, s'ils se souviennent que leurs enfants, à quelques mois, 1 an, 2 ans, étaient pessimistes. Juste ouvrir une porte. On peut pas. Là aussi, ça fait partie du respect. Si quelqu'un veut être pessimiste, en quoi moi je devrais prétendre que mon rôle est de le faire basculer dans l'optimisme? La vie est un art et chacun a le droit de vivre son art comme il le souhaite. Donc, si quelqu'un veut être optimiste parce qu'il se sent intelligent et altruiste, amen. Donc, j'ai absolument rien contre ça. Et après, j'ai beaucoup aimé, tu as dit, il y a une différence entre une pensée et une croyance. Totalement. Et la seule différence, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'une pensée écoutée, répétée longtemps devient une croyance. C'est une pensée fossile. Mais la nature n'est pas différente. C'est-à-dire la vibration est un peu plus installée, mais la nature vibratoire reste la même. Donc une croyance peut se déconstruire de la même façon qu'une pensée plus volatile. Dès que la personne voit que ce n'est pas une réalité. Et c'est pour ça que j'avais suggéré de dire à cette personne, est-ce que tu as déjà vu un petit enfant d'1 an super pessimiste? Moi, j'en ai encore jamais vu. Donc, c'est l'invitation que j'aurais envie, avec, comme je le dis, le respect d'autoriser une personne qui veut être pessimiste à le rester. Une question, Isabelle, pardon, Jean-Marc. Ça fait plusieurs fois que tu fais référence à cette notion de nature vibratoire. Ça veut dire que pour toi, les pensées se matérialisent, puisque j'ai entendu parler de mathématiques à un moment donné. Ça veut dire que donc pour toi, on est dans la vibration là. Sismographe, vibration, une croyance est à un tel niveau vibratoire et une pensée à un tel niveau vibratoire, c'est ça? Ben, pour être plus simple, quand on a une irritation ou une émotion d'énervement, on sent il y a quelque chose en nous qui vibre. Alors j'ai utilisé le mot vibration, on pourrait utiliser le mot énergie, on pourrait utiliser le mot ressenti. C'est pas le mot en lui-même qui est important, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'agite en nous. Quand on est dans cet état de paix intérieure qui est notre nature, quand on est dans cette confiance en la vie et dans cette ouverture totale de la pleine présence, on se sent merveilleusement bien. Il y a quelque chose de posé, d'apaisé. Quand on se sent moins bien, il y a quelque chose d'agité. C'est cette vibration de la pensée qui crée un peu comme des remous. C'est un peu comme dans une casserole, quand on crée de l'agitation en chauffant l'eau dans une casserole, ça fait des remous et on ne voit plus les légumes qui cuisent dedans parce que l'eau perd sa clarté. Si on arrête l'agitation des molécules d'eau ou des vibrations émotionnelles en baissant la température, l'eau retrouve sa clarté naturelle. La clarté d'esprit, c'est aussi notre état naturel. Donc, de voir que cette vibration, je cherche un mot pour essayer de vous faire toucher du doigt une réalité. Donc, si le mot vibration ne te parle pas, si tu préfères énergie, ressenti,
change tous mes mots, essaie de voir à travers mes yeux, de comprendre ce que je veux vous partager. Merci. Merci Jean-Marc. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que ça vous inspire, ce que nous dit Isabelle? C'est franchement une petite révolution. Là, on prépare notre révolution optimiste de septembre à Lyon. En France, alors moi qui suis quand même un peu dans l'optimisme depuis un moment, ce que nous dit Isabelle, je l'avais assez peu entendu, hein, le fait de retrouver notre nature optimiste, que nous sommes naturellement optimistes. Alors, si peut-être Isabelle, pourquoi dis-tu que les enfants sont tous optimistes? C'est quoi les caractéristiques des enfants qui seraient tous optimistes? Et puis plus globalement, c'est quoi les caractéristiques d'un optimiste adulte? Alors, il y a peut-être deux facettes, trois facettes, que les enfants pourraient pas expliquer, mais qu'ils comprennent intuitivement, puisque c'est notre nature. Il y a le fait de comprendre que ce que je ressens, c'est ce que je pense. Point. Rien d'autre ne rentre dans l'équation. Donc, d'être sensible à ces vibrations d'inconfort qui nous invitent à ne pas rentrer dans la spirale de nos pensées, parce que quand ça prend une certaine vitesse, une certaine densité, ben on est emberlificoté, on est pris effectivement en otage, et là, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter le mouvement. C'est le premier point, comprendre qu'on pense chaque microseconde, on ressent chaque microseconde ce que l'on pense pendant cette microseconde. La deuxième chose, c'est de voir que tout ce dont on fait l'expérience, c'est ce dont on a conscience. Et que la conscience fonctionne comme une loupe. C'est-à-dire, si je porte mon attention sur quelque chose pendant un certain temps, comme à travers une loupe, cette chose va prendre de l'ampleur, va grandir. Et donc, c'est une vigilance naturelle. C'est pas un effort, on n'essaie pas de se souvenir. On sait que si je regarde les informations pendant une demi-heure avec toutes les atrocités dont on veut bien m'abreuver, il y a de fortes chances que je crée une sorte de choses amplifiées qui prennent tout mon espace de conscience, qui génèrent des pensées qui commencent à tourner et après que je me sente complètement désespérée. Et la troisième chose qu'un optimiste sent, et qui est peut-être la plus importante, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, c'est ce que certains appellent la foi, qui n'a pour moi rien à voir avec la religion, mais qui est la confiance en la vie. Et quand je parle de ça, parler de ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, qui est cette force qui permet au bateau de ne pas couler. Et cette force peut être mise en équation et elle donne simplement un rapport entre la surface de contact du corps posé sur l'eau et la surface de l'eau qui porte l'objet. Et la force, la poussée d'Archimède dit que on peut tout porter. C'est juste une question de rapport entre la surface de flottement. C'est tout. Et bien la vie, c'est une poussée d'Archimède. Elle nous porte. Elle nous porte et ne nous laissera jamais couler. Simplement de la même façon que lorsqu'on est dans l'eau et qu'on fait la planche, on peut avoir peur, on peut nous agiter, et quand on s'agite, on diminue la surface de contact avec l'eau et on coule. Et on dit, ben moi, Archimède ne me porte pas. Archimède porte tout le monde, parce que comme toutes les forces physiques, il y a zéro exception. Mais on a toujours ce libre arbitre de nous agiter, donc de diminuer la surface de contact avec l'eau et dire, ah ben moi, je coule. On s'est fait couler, mais naturellement, on est porté. Et c'est ça l'optimisme naturel de voir que la vie nous porte. Et que quand on a l'impression de couler, c'est qu'on a fait une maladresse, mais que la vie nous porte fondamentalement. Ça répond à ta question, Yann? Oui, respect. Merveilleusement bien. On va tous essayer de Isabelle, faire la planche ce week-end.
tous rendez-vous au lac du Bourget ou au lac d'Annecy pour faire plaisir aux Voilà. femmes. Isabelle, tu m'entends? Oui, Vous m'entendez? très bien. Euh, Merci, et c'est vraiment agréable. Juste déjà, quand tu parles de voir dans les yeux des gens, c'est vrai que c'est important. Et des fois, les mots passent à côté. Et dans le regard, on voit beaucoup de choses et on ressent beaucoup de choses. Moi, je suis généralement, je suis une personne qui, quand je dis non, ça me blesse parce que je suis curieux, j'aime la vie et j'aime avancer et découvrir. Est-ce que le oui, c'est l'optimiste, aller dans le oui? Est-ce que tu veux dire oui à tout ce qui nous est demandé ou proposé? Moi, je parle toujours que le oui ouvre les portes quand on nous tend des perches, on nous propose quelque chose. Quelquefois, on peut dire ben non, ben, j'ai autre chose à faire. Mais prendre ce qu'on nous propose, avancer, pour moi, c'est toujours découvrir et enrichissant. Ouais. Voilà, quand il y a ce sentiment d'ouverture, de curiosité, d'envie, bah, c'est notre boussole intérieure qui est très fiable, qui nous dit, vas-y, la vie va te porter. Donc effectivement, c'est un très très bon indicateur. Et les gens qui sont optimistes ont plus tendance à dire oui que non. Ça, je pense que c'est une chose qu'on a observée. Et on Jean-Luc, est curieux de nature. Les enfants sont tous curieux. Ils mettent les doigts dans la prise, ils essayent plein de choses. Ils ont cette curiosité innée. Plus j'avance et plus je ressens que la vie nous remet toujours sur le bon chemin, en fin de compte, quand on lui fait confiance. Et Ouais. les épreuves qu'elle nous amène, parce qu'on a des épreuves, hein, comme tout le monde, souvent nous remet dans des situations ou sur une voie où on se dit, quelque temps après, parce que sur le moment, c'est pas toujours facile, ah bah oui, finalement, bah là, maintenant, je suis sur un chemin qui m'apporte mieux. Oui, je pense que comme tu le dis, on a tous traversé des moments peu agréables. Personnellement, j'ai traversé un divorce, un licenciement. Sur le coup, j'aurais pas aimé qu'on me dise c'est pour ton bien. Mais est-ce que j'aurais la qualité relationnelle que j'ai maintenant sans avoir divorcé? Est-ce que j'aurais la qualité de ma vie professionnelle que j'ai maintenant sans avoir été obligée de changer de travail? Non. La vie, étonnamment, a aussi, il y a toujours le bon moment. C'est-à-dire, j'avais déjà cette compréhension quand j'ai eu la possibilité j'ai été invitée à passer à autre chose. Et ouais, la vie nous veut du bien. Ça peut être une chose euh, qu'on peut tester. Et si la vie nous voulait fondamentalement du bien, Archimède nous porte toujours, toujours. Jamais il ne baisse les bras. On a la possibilité de ne pas se laisser porter, de nous agiter, mais il n'y a pas d'exception. La vie, ça peut paraître bisounours de dire la vie nous vaut du bien, mais c'est une autre façon d'exprimer le fait que on est porté. Tout va vers la résilience. Les arbres vont chercher la lumière. Vous pouvez mettre n'importe quoi autour d'une plante, elle va contourner tous les obstacles pour arriver à trouver un petit endroit pour ressortir, pour avoir de la lumière. C'est inscrit en nous, on est fait de la même énergie. Maintenant, la physique quantique a prouvé que on est fait de 99, je crois 14,9 après la virgule, d'énergie pure, avant ce qui va faire notre forme et notre spécificité. Et cette énergie, c'est la même que celle qui orchestre la rotation des planètes, celle qui fait battre notre cœur, qui nous fait respirer, qui organise notre digestion. Elle marche sans qu'on s'en mêle, et heureusement, ça marche plutôt bien sans qu'on intervienne. Donc oui, la vie, je pense qu'on peut lui faire confiance. Merci. est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Je vois que le temps tourne, alors on ne voit pas le temps passer avec Isabelle, hein, mais on aura l'occasion peut-être de refaire une session 2. Qui sait si... hein, parce qu'elle n'a pas livré tous ses secrets, je le sais, et je le sens.
Quelle intuition. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Bon, Merci à vous tous. Vraiment un grand merci parce que ces moments-là ne peuvent avoir lieu que quand tout le monde est au rendez-vous. C'est de jolis moments. Et j'ai concocté un petit recueil de 12 histoires vécues qui permettent peut-être de revoir la vie sous un autre éclairage, quelque chose qu'on perd peut-être de vue à cause des conditionnements. Et donc, si vous voulez, je vous enverrai le lien. C'est à télécharger sans aucun frais, sans rien du tout. Donc, c'est le cadeau que j'ai envie de vous faire à l'issue de cette rencontre. Ah, merci beaucoup, oui. merci Isabelle. On fera effectivement passer effectivement cette proposition, cette invitation. Merci à toi. Et puis on va évidemment maintenant tous euh, tenter, certains l'ont déjà retrouvé, mais de retrouver notre nature optimiste, hein, euh, sans faire trop d'efforts finalement, mais en réduisant, annihilant peut-être nos pensées et nos croyances limitantes, négatives, En faisant la planche, en faisant la planche. Bon, écoute, moi ça tombe bien, demain je serai au lac du Bourget, je vais tenter l'expérience et je t'en parlerai. très volontiers. Bon. Bon, merci à vous tous. Merci. Merci de votre présence. On a enregistré, donc si certains ont envie de réécouter, et on fera partager à tous les optimistes de la Ligue et d'ailleurs.